Salut à tous, bienvenue dans cette config du mois de mars 2017. Alors tout de suite avant d'entamer cette config du mois, je tiens à m'excuser, il n'y a pas eu de config du mois de février, puisqu'au mois de février on a eu des nouveautés, mais j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper, puisque j'ai, on va dire, un nouveau sujet de vidéo qui va arriver dans peu de temps, et donc j'y travaille pas mal. Donc j'ai pas eu le temps de faire la config du mois de février, ni vraiment d'autres vidéos. En même temps, au mois de février, il n'y a pas eu grand chose de nouveau, et j'y reviendrai le mois prochain. Ce mois-ci, on part sur une configuration de type Workstations. Donc c'est un PC qui est fait pour bosser. La configuration que je vais vous montrer là, c'est pas du tout une config qui est faite pour faire du gaming. Si je vous proposais un PC gaming, je vous aurais proposé des composants totalement différents et beaucoup plus optimisés pour le jeu vidéo. Ici, c'est vraiment un PC qui est fait pour avoir de la puissance. C'est vraiment de la puissance de calcul qui va compter, puisque c'est des ordinateurs, ce qu'on appelle une workstations dans le monde, c'est utilisé notamment dans le monde professionnel. C'est un PC sur lequel on va faire de la création 3D, du montage vidéo, on va faire voilà, ce genre de choses, donc des utilisations qui nécessitent de la puissance, et c'est pas un PC que, on va dire, tout le monde a besoin. La plupart des gens, moi compris, j'ai pas besoin d'une machine pareille. Le budget pour cette config du mois, c'est 1850 euros. C'est un budget, voilà, à peu près 1850 euros. Donc c'est énorme, c'est conséquent, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Si vous voulez un PC plus abordable, je vous donne rendez-vous le mois prochain, puisque le mois prochain, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. On va partir sur les nouveaux Intel Pentium Kaby Lake. Donc ça sera une config qui devrait se situer autour des 600 euros. Ici, vous voyez qu'on a 3 fois plus cher parce qu'on a vraiment du gros matos. Et on a notamment comme processeur un processeur AMD Ryzen. Donc c'est un Ryzen série 7. Ce sont les tout nouveaux processeurs lancés par AMD qui sont extrêmement puissants, puisque AMD commence par lancer le haut de gamme. Donc c'est des processeurs qui sont assez cher, même si vous allez voir que le prix par rapport à Intel est très raisonnable, mais c'est des processeurs qui sont quand même assez chers, qui sont très puissants, qui ne sont pas les plus adaptés pour faire du jeu vidéo et pour la plupart des utilisations. Et de toute façon, les autres processeurs, donc puisque les Ryzen série 7 sont les processeurs haut de gamme, en dessous on va trouver les séries 5 et les séries 3 qui seront plus abordables au niveau de tarif et qui seront au niveau performance plus, on va dire, accessibles, plus utilisables, plus grand public. Donc on va partir directement sur les composants. Comme processeur, j'ai choisi, vous le savez maintenant, un processeur AMD, plus précisément un Ryzen de série 7 et encore plus précisément le 1700X. Alors le 1700X, c'est celui qui se trouve au milieu de la gamme, puisque la série 7, donc les processeurs AMD Ryzen série 7, se divise en trois modèles. On a le 1700 qui est entre guillemets, hein, tout est à prendre au relatif, mais qui est l'entrée de gamme, donc le 1700 avec des fréquences relativement faibles. On a le 1700X qui se trouve au milieu de la gamme avec des fréquences moyennes. Et on a le 1800X qui est le plus haut de gamme actuellement et qui est aussi le plus rapide. Bien sûr, ces trois processeurs reprennent la même architecture, hein, en réalité ce sont les mêmes, la seule différence c'est les fréquences. Donc ce sont des processeurs octa-core, on a 8 cœurs avec la technologie Simultaneous Multithreading. Donc j'en avais parlé il y a 2 mois, enfin il y a 2 mois pendant la vidéo config du mois de janvier. Le Simultaneous Multithreading, c'est l'hyperthreading, mais de chez AMD. En gros, c'est ce qui va permettre d'avoir des threads. Puisque vous le savez sans doute, hein, Intel fait ça depuis des années. On a un processeur avec 8 cœurs et 16 threads. Exactement comme les Core i3 qui ont 2 cœurs, 4 threads, ou les Core i7 qui ont 4 cœurs, 8 threads. Et bien ici, on a 8 cœurs, 16 threads. Donc c'est absolument énorme. C'est en équivalent, hein, le processeur équivalent chez Intel, c'est le Intel Core i7 6900K, donc qui est le très haut de gamme sur la plateforme Extreme Edition, enfin la plateforme 2011 V3 X99. Donc c'est des processeurs qui sont très très haut de gamme. Jusqu'à présent, Intel vendait le Core i7 6900K pour à peu près 1000 euros, un peu plus de 1000 euros, on était entre 1000 et 1200 euros, donc ce qui est énorme. Et en dessous, on trouvait le 6820K, qui est une version un petit peu plus faible au niveau des fréquences, qui est vendu pour 850 euros, un truc comme ça, enfin qui était voilà, à un prix encore très élevé. Ici, le petit Ryzen qu'on a, donc qui est le 1700X, enfin je dis petit même s'il n'a rien de petit, il est vendu pour seulement 450 euros. Donc vous voyez que c'est 450 euros, c'est même pas la moitié du prix d'un gros 6900K de chez Intel. Le prix est divisé par 2, sachant que les performances, elles, sont quasiment égales.
Les performances sont vraiment très bonnes, hein. Par rapport au bench, ça se tient, c'est quasiment pareil. Il n'y en a pas un qui se démarque vraiment. Pour rappel, donc, tous les processeurs AMD de Ryzen seront overclockables, celui-ci compris. Donc sans aucun problème, on pourra le faire monter en fréquence. Et donc sans aucun problème, on pourra le mettre à égalité avec son grand frère, qui est le 1800X, qui est une version un petit peu plus, on va dire, haute en fréquence. On pourra sans problème l'overclocker, le mettre à la même fréquence avec les mêmes tensions et obtenir donc les mêmes performances que le plus haut de gamme, voire même overclocker encore au-dessus, monter encore un peu au-dessus. Et on pourra avoir des performances supérieures même au Core i7 de chez Intel à sa fréquence de base. Pour donner plus d'informations donc sur ce 1700X en particulier, c'est un processeur qui tourne à 3,4 GHz de base, 3,8 GHz turbo. On a 20 mégaoctets de cache, 4 mégaoctets de cache L2 et 16 mégaoctets de cache L3. Socket AM4, support de la DDR4 jusqu'à 2666 MHz officiellement, sachant que les cartes mères peuvent aller plus loin. Le TDP annoncé est de seulement 95 watts, même si en réalité on dépassera les 100 watts. On a un processeur qui est gravé en 14 nanomètres, qui embarque tous les derniers jeux d'instructions. Bon voilà, c'est un très bon processeur, comme j'ai dit, 8 cœurs, 16 threads. Honnêtement, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais au niveau performance, c'est absolument excellent. Je vous conseille de vous renseigner sur la gamme AMD, les nouveaux processeurs AMD, parce que par rapport au prix, ils ont un rapport performance-prix, ce qui a toujours été l'avantage d'AMD. Ils ont un rapport performance-prix qui est absolument vraiment énorme, quoi. C'est très sympa. Ce que je tiens quand même à préciser, c'est qu'ici on est sur le haut de gamme, donc 450 €. Il y a des processeurs plus entrée de gamme qui vont arriver, donc comme j'ai dit juste avant, avec notamment des Ryzen série Ryzen série 5 et Ryzen série 3. Donc on aura des hexacore multithreading, des quad-core multithreading et des quad-core classiques. Donc en gros, on aura des équivalents au Core i5, au Core i7 et au Core i7 Extreme Edition qui vont continuer d'arriver au fur et à mesure des mois, puisque pour le moment, c'est le haut de gamme qui a été dévoilé. Mais on va avoir des processeurs qui vont coûter moins cher, qui seront moins puissants et qui auront moins de cœur, qui vont arriver dans les semaines à venir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais honnêtement, les nouveaux processeurs AMD nécessiteraient une vidéo entière pour être pour en faire entièrement le tour. Et en plus de ça, le top, ça serait carrément de les tester en vidéo. Bon, malheureusement, moi, j'ai pas de processeur Ryzen, hein, je vais pas en acheter un maintenant, j'ai pas de carte mère, rien. Donc bon, peut-être un jour, mais pas pour le moment. Mais c'est vrai que pour donner tous les renseignements, il faudrait vraiment en avoir un sous la main, savoir comment ça se comporte en overclocking, connaître vraiment les performances réelles, etc. En tout cas, les premières informations qu'on a, enfin les premières, ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on a des informations, honnêtement, ça fait un boulot absolument magnifique, quoi. Ça tourne aussi bien qu'un Core i7 6820K ou 6900K. On continue ensuite avec la carte mère et j'ai choisi une Gigabyte Aorus GA AX370 Gaming 5. Donc derrière cette référence un peu compliquée, on a une carte mère qui appartient à la gamme Aorus de chez Gigabyte. Alors la gamme Aorus, c'est un petit peu comme la gamme Strix ou ROG chez Asus. C'est un petit peu voilà, ce qui se veut gaming. Donc c'est vraiment les cartes mères, il y a également ça pour les cartes graphiques il me semble, c'est un petit peu le matériel gaming de chez Gigabyte. Ici on a une carte mère avec un socket AM4 bien sûr, puisque le processeur Ryzen utilise le tout nouveau socket AM4 de chez AMD. Le chipset, c'est un X370, donc c'est le plus haut de gamme actuellement chez AMD. On a 4 slots DDR4 qui monteront jusqu'à 3200 MHz, du SATA 6 Gbps. On a un port M2 câblé en SATA et en PCI Express 3.0 4X, un port U2. Le premier port PCI Express est un 3.0 16X câblé en 16X. Le deuxième est un 3.0 16X câblé en 8X et le troisième est un 3.0 16X câblé en 4X plus 3 ports PCI Express 1X à côté de ça. On a une carte son 8 canaux, on a un chipset réseau compatible Gigabit Ethernet bien sûr avec 2 ports RJ45. Donc c'est pour ça que c'est une carte mère qui est intéressante notamment pour des workstations où par exemple en entreprise on est amené à avoir des réseaux un petit peu compliqués, puisque là on a 2 ports RJ45 à l'arrière de la carte mère, ce qui permettra de connecter le PC à éventuellement 2 réseaux, enfin de faire des trucs un petit peu compliqués. On a des LED RVB au niveau des slots pour la RAM, au niveau du bord de la carte mère, au niveau des 2 premiers ports PCI Express et des dissipateurs à côté des VRM.
Bon, c'est un petit peu du gadget, hein, toutes les LED RVB. Mais bon, si vous aimez ça, vous serez servi. On a également un nombre assez important de ports USB, puisqu'on a 3 ports USB 3.1 type A, donc ce qui est assez intéressant, plus un port USB 3.1 type C. Et on a autrement 6 ports USB 3.0 à l'arrière de la carte mère. Donc ça, c'est uniquement à l'arrière, hein, rajouter ceux qui sont sur le boîtier. À part ça, voilà, hein, on a le Dual BIOS, on a un format ATX. Petit truc que je peux rajouter quand même, c'est qu'on a 8 connecteurs SATA 6 gigabits seconde, donc pour émettre des disques durs ou des SSD en SATA. Très bonne carte mère qu'on trouve pour environ 240 euros. Bon, honnêtement, c'est du très bon matériel et pour le prix, encore une fois, c'est assez intéressant. Les cartes mères Ryzen, enfin les cartes mères socket AM4 sont très intéressantes par rapport à ce qu'on a chez Intel, puisque chez Intel, il faudrait acheter une carte mère en socket 2011 pour avoir un processeur équivalent. Et les cartes mères socket 2011 qui profitent donc du chipset X99 sont vendues à des prix assez élevés. Donc là, on a une carte mère qui, pour seulement 250 euros, a déjà tout ce qu'il faut comme équipement. Honnêtement, elle est quand même assez sympa au niveau du design. Il y a des cartes mères plus moches que ça. Voilà, je pense que c'est une bonne affaire pour 240 euros. On peut chercher d'autres cartes mères, notamment Asus qui a sorti une version Strix Rogue. Enfin, il y a plusieurs versions qui sont sorties, mais qui sont également assez intéressantes. Toutes les cartes mères ne sont pas encore sorties. D'ailleurs, il y a même assez peu de cartes mères qui sont en vente actuellement, parce qu'il faut le temps que les stocks arrivent, etc. Ça fait quand même que quelques semaines. Enfin, ça fait à peu près 2 semaines que les processeurs ont été officiellement lancés. Ça fait que quelques jours qu'ils sont vraiment disponibles partout. Donc, c'est encore assez frais tout ça. Voilà ce que j'avais à dire pour ces deux composants principaux que sont la carte mère et le processeur. On va aller plus vite pour la suite et on continue d'ailleurs avec la RAM. Alors pour la RAM, c'est assez classique. J'ai choisi 16 Go de DDR4, donc avec deux barrettes de 8 Go pour profiter toujours du dual channel. C'est de la DDR4 3000 MHz que je vous recommande, qu'à latency 15. C'est quand même un PC qui va avoir besoin de RAM, hein. Généralement, c'est une workstation, c'est pour des utilisations qui demandent pas mal de puissance et pas mal de RAM, donc autant prendre de la RAM rapide. Ici, je suis parti sur de la Corsair Vengeance LED en rouge. Alors après, il existe en blanc, enfin, c'est de la RAM qui existe en blanc, en bleu ou en rouge. De toute façon, n'importe quel kit de RAM, du moment que c'est de la DDR4, conviendra. Je vous conseille quand même de prendre de la RAM assez rapide pour profiter, hein, parce qu'on a une carte mère qui va jusqu'à 3200 MHz pour la RAM. Les processeurs Ryzen sont assez permissifs à ce niveau-là au-dessus, puisque officiellement ils montent à 2666, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce que fait Kaby Lake. Donc autant en profiter, ici on a de la 3000 MHz qu'à latency 15. Le problème c'est que les prix de la RAM ont augmenté ces derniers temps, puisque 16 Go DDR4 en 2 fois 8 Go, il y en a pour au minimum 140 euros. Ici, avec de la Corsair Vengeance à 3000 MHz, il y en a pour 170 euros. Donc c'est quand même un plutôt gros budget, puisque les prix ont pas mal augmenté, hein. Il y a un an, si on remonte un an en arrière, on trouvait 16 Go DDR4 à partir de 100 euros. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc il y a une grande augmentation qui est due à la disponibilité. On a besoin de plus de RAM, les usines n'arrivent pas trop à suivre derrière. Donc les prix de la RAM ont augmenté et le prix des SSD va ou a déjà même augmenté, ça va de pair. On continue ensuite avec la carte graphique. Alors c'est une configuration un petit peu workstations, donc on n'a pas besoin d'une carte graphique ultra puissante, c'est pas pour faire du jeu. Malgré tout, j'ai quand même choisi une bonne carte graphique qui permettra, si l'on souhaite, de jouer sans aucun problème en Full HD, voire même en Quad HD. Mais voilà, pour 1800 euros, on peut avoir un PC qui sera beaucoup plus performant en gaming que cette config. Donc la carte graphique que j'ai choisie, c'est la RX 480 de chez AMD, donc ce sera une configuration full AMD. Et plus précisément, le modèle de chez MSI, la Gaming X avec 8 Go de mémoire vidéo, puisque cette carte graphique, on la trouve honnêtement à pas cher. C'est une carte graphique comme ça, la MSI, on la trouve pour moins de 250 euros. Et pour moins de 250 euros, vous avez quand même une RX 480 qui est un GPU plutôt performant, qui est même d'ailleurs de très bonne performance. Alors c'est sûr, c'est pas une 1080 Ti, mais bon, c'est quand même déjà bien. Surtout, comme je disais, pour un usage workstation, ça sera généralement suffisant, sauf à avoir des besoins particuliers, bien sûr, puisque quand on atterrit un peu dans le monde professionnel, il peut y avoir des besoins particuliers au niveau des cartes graphiques. Ici, voilà, c'est plus du standard. C'est plus, évidemment, si on fait de la retouche photo, vidéo, montage vidéo, création 3D, etc. C'est vraiment là que ça peut servir.
La RX 480, bon, ça fait maintenant un petit moment qu'on la connaît. On est sur une architecture Polaris gravée en 14 nanomètres FinFET. On a une compatibilité DirectX, Vulkan, VR, elle est compatible VR, FreeSync. On peut afficher avec sans problème de la 4K. Ici, on a le système de refroidissement TwinFrozer 6 de chez MSI. On a une carte graphique qui tourne à 1316 MHz au niveau du GPU, avec 8 Go de GDDR5 à 2025 MHz sur un bus de 256 bits, compatible Crossfire X, avec deux sorties DisplayPort, une sortie DVI, deux sorties HDMI. La carte nécessite un connecteur PCI Express 8 pins pour fonctionner. Voilà, donc c'est la carte graphique que je recommande. Après, honnêtement, c'est à ajuster en fonction de vos besoins, puisque on peut avoir besoin dans des usages très particuliers. Ça peut nécessiter des cartes graphiques de type professionnel, donc notamment les Nvidia Quadro. Donc on veut un PC qui soit puissant, c'est une carte graphique qui généralement fera l'affaire. Voilà pour cette RX 480, moins de 250 € pour une carte graphique comme ça. Honnêtement, je trouve ça pas cher, puis surtout que les prix ont bien baissé, hein. Les prix étaient beaucoup plus chers que ça à la sortie de la carte. Mais honnêtement, elles ont quasiment perdu 100 € depuis leur sortie, quasiment. Donc ça fait des cartes graphiques à des prix très intéressants pour des performances qui sont quand même qui sont loin d'être mauvaises, hein. La RX 480 en jeu, il n'y a aucun problème. Vous ferez tourner tous les jeux sans aucun problème. Mais bah voilà, c'est quand même, je trouve d'ailleurs bizarre qu'elle soit vendue si peu cher par rapport à ce que fait Nvidia. Mais d'un côté, bah tant mieux. On continue ensuite avec le stockage. Alors sur une configuration comme ça, bien évidemment, deux types de périphériques de stockage, un SSD, un disque dur. On commence avec le SSD. Je suis parti sur un Samsung 960 EVO, pas les versions SATA, mais les versions en M2 PCI Express, compatible avec le NVMe Express, d'une capacité de 500 Go. Donc c'est un SSD au format M2 qui viendra se fixer directement sur la carte mère. Un SSD M2 PCI Express en PCI Express 3.0 4X, donc la meilleure, la toute dernière génération, quoi, on ne peut pas aller plus vite, compatible avec le standard NVMe Express, donc qui remplace la HCI sur ce type de SSD pour permettre, encore une fois, de meilleures performances. C'est un SSD qui offre des performances absolument géniales. On est à 3200 mégaoctets en lecture, 1800 mégaoctets en écriture. C'est bon, voilà, c'est le top actuellement, les SSD en format M2 PCI Express, en plus avec du PCI Express génération 3 en 4X, avec la gestion du NVMe Express, c'est absolument magnifique. Les nouveaux SSD comme ça se démocratisent de plus en plus, hein. Je pense que d'ici quelques années, on n'aura quasiment plus de SSD SATA, on n'aura plus que des SSD en PCI Express et au format M2. J'ai fait une vidéo dédiée au format M2 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si vous cherchez un petit peu sur mes vidéos précédentes. Ici, ce Samsung donc qui fait 500 Go, il utilise de la mémoire TLC. C'est un contrôleur maison, hein, c'est un contrôleur Samsung Polaris. Donc honnêtement, c'est un très bon SSD. Faites attention à la taille puisque c'est un SSD de type 2280. Donc il faudra un slot de 80 mm de long, ce qui est un standard bien sûr et qui est très courant. Mais certaines cartes mères peuvent poser problème. En tout cas, ce SSD Samsung est compatible sans aucun problème avec la carte mère que je vous ai présentée avant. Quasiment toutes les nouvelles cartes mères mises sur le marché sont équipées avec des ports M2 câblés en PCI Express, donc vraiment c'est un standard qui va se démocratiser. Et donc ce Samsung 960 EVO M2 en 500 Go vaut tout de même 280 €. Alors oui, c'est plus cher que la carte graphique, mais franchement un SSD comme ça booste les performances et pour des machines qui sont amenées à faire du calcul, ça peut paraître un petit peu inutile, mais il faut quand même du stockage très rapide. Et avec ça, c'est un bonheur à utiliser, hein. C'est ce qui se fait de plus rapide aujourd'hui. On continue ensuite avec un disque dur, bien sûr, puisque un 500 Go de SSD, bon, c'est pas suffisant aujourd'hui. Donc, je suis parti tout simplement sur un Seagate Barracuda en 2 Teraoctets. Alors, ce sont les nouvelles générations de Seagate Barracuda. Ils ont été un petit peu retouchés par rapport à l'ancienne génération. 2 Teraoctets, bon, on retrouve tout simplement la gamme Barracuda classique, hein, c'est-à-dire un disque dur 3,5 pouces, 2 Teraoctets de capacité de stockage, 7200 tours par minute, 64 mégaoctets de cache. C'est un disque dur pour PC classique, hein, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, SATA 6 gigabits par seconde. Le prix, on le trouve à peu près pour 80 € les 2 Teraoctets, sachant qu'il existe bien sûr des versions 1 Teraoctet, il existe également du 3 Teraoctets, 4 Teraoctets et même plus. Après ça c'est adapté en fonction de ses besoins.
On poursuit avec l'alimentation, je suis parti sur une Corsair RM 750X. C'est une alimentation que je possède, vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo d'unboxing sur ma chaîne, je peux d'ailleurs vous mettre le lien. C'est une alimentation que je trouve très intéressante parce qu'on a 750 watts, une certification 80+ Gold, on a un ventilateur de 135 mm qui s'arrête en dessous d'à peu près 30% de charge. Donc sur 750 watts, ça fait à peu près 300 watts. En dessous de 300 watts de consommation, l'alimentation est entièrement silencieuse. C'est une alimentation qui est entièrement modulaire. Tous les câbles peuvent s'enlever. Et donc on peut éventuellement, si besoin, si on veut pousser la personnalisation, on peut également remplacer les câbles sans aucun problème. On a tous les câbles habituels, donc du PCI Express. On a 4 PCI Express 6+2, 7 connecteurs Molex, 8 connecteurs SATA, un 8 pins CPU et puis la 24 pins ATX pour la carte mère classique. Vous pourrez alimenter avec sans aucun problème 2 cartes graphiques, voire même 3 cartes graphiques, puisque on a quand même ce qu'il faut au niveau de la puissance et des connecteurs. Honnêtement, c'est une bonne alimentation, surtout pour le prix. C'est une alimentation qu'on trouve pour à peu près 130 euros. 130 euros, 750 watts, c'est du Corsair, donc c'est une marque, on va dire, qui est quand même un petit peu réputée, ça fait quelques années quand même qu'ils sont là-dedans. Donc non, honnêtement, c'est une bonne alimentation. Je sais que la mienne, j'ai eu aucun problème avec. C'est de la qualité, quoi. On sent qu'on commence à arriver dans des blocs de très bonne qualité. 750 watts, c'est suffisant. Même pour mettre une deuxième carte graphique, ça devrait suffire. Maintenant, évidemment, si vous voulez partir sur des cartes graphiques beaucoup plus puissantes ou alors en mettre plusieurs, je vous conseillerais de viser les puissances au-dessus qui sont 850 voire même 1000 watts puisque cette version existe en 1000 watts. Par contre, évitez de prendre une alimentation avec une config comme celle que je vous propose. Évitez de prendre une alimentation en dessous de 600 watts parce que ça va vraiment être trop juste. Voilà, donc l'ARM 750X, très bonne alimentation, 130 euros à peu près. On peut la trouver à moins cher, on peut la trouver un peu plus cher, bon ça varie un petit peu. Honnêtement, c'est une alimentation que je recommande. On continue ensuite avec le boîtier, il s'agit d'un Corsair Carbide Spec Alpha, version fenêtrée, noir et rouge. Ici, je vous propose la version noir et rouge, même si elle existe en d'autres couleurs. Honnêtement, le Spec Alpha, c'est un très bon boîtier. J'ai eu l'occasion de le voir en vrai récemment. Et il a vraiment, je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, je trouve qu'il donne vraiment une impression de qualité. L'intérieur est plutôt volumineux, franchement il y a de quoi mettre à l'intérieur, même si les découpes extérieures sont un petit peu bizarres, il n'a pas une forme carrée habituelle, mais à l'intérieur ça n'empêche qu'on peut y mettre 3 disques durs 3,5 pouces, plus 2 SSD ou disques durs au format 2,5 pouces, en plus, donc il accueille les cartes mères au format ATX. On peut y mettre un radiateur de water cooling en haut ou sur l'avant, alimentation avec, il n'y a pas de limite au niveau de l'alimentation, de la profondeur de l'alimentation, et il est fourni avec 3 ventilateurs de boîtier intégrés, 2 à l'avant qui sont, on va dire, de couleur, qui intègrent des LED, et un à l'arrière qui est plus classique. C'est un boîtier qu'on trouve pour 100 euros. Honnêtement, c'est un bon boîtier. Je trouve, moi je l'ai vu récemment, j'ai eu l'occasion de le manipuler un petit peu récemment et honnêtement c'est un boîtier qui est solide. Après, comme je l'ai déjà dit, un boîtier c'est quelque chose, on va dire que ça se choisit en fonction des goûts de chacun. Moi c'est un boîtier que je trouve très bien, qui a on va dire quelque chose d'original. Après c'est vrai que vous préférerez peut-être un boîtier différent. Faites attention quand vous achetez un boîtier à bien prendre en compte tous vos composants, pensez à tout, quoi. Il faut que tout rentre. Donc pensez à la carte mère, bien sûr, mais pensez à tout ce qui est disque dur, SSD. Et pensez surtout au système de refroidissement, que ce soit un ventirad ou un water cooling. Pensez à ce que prenez des mesures, renseignez-vous pour que tout puisse rentrer et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Voilà, donc c'était le Corsair Carbide Spec Alpha. Je vous l'avais déjà proposé dans des précédentes configs du mois. Il existe en plusieurs coloris. Le boîtier possède 2 ports USB 3.0 ainsi que les habituels boutons Power, Reset et les prises jack pour casque et micro en façade. Donc ça c'est une connectique habituelle, 100 euros. Honnêtement je trouve que c'est un bon boîtier, après ça c'est à vous de choisir. Et on termine avec un système de refroidissement puisqu'on a un gros processeur avec 8 cœurs 16 threads qui consomme quand même pas mal, qu'on pourra éventuellement overclocker. Donc il faut un système de refroidissement en conséquence. Et je suis parti sur un Corsair H100i, donc la version 2. Le H100i c'est un water cooling tout en un, donc de chez Corsair, avec un radiateur de 240 mm. Honnêtement c'est un bon water cooling, puisque dans les water cooling, les kits de water cooling tout en un, il y en a des bons et il y en a des moins bons. Le Corsair H100i fait partie des bons, disons qu'il a une plutôt bonne réputation.
Il a l'avantage d'intégrer le Corsair Link, donc ce qui peut être assez intéressant. Radiateur de 240 mm avec deux ventilateurs dessus, donc ce qui devrait quand même bien refroidir. On a des ventilateurs qui sont assez silencieux, ce sont les ventilateurs qui sont fournis par défaut. Honnêtement, ce n'est pas les meilleurs, puisque ce sont des Corsair SP120L. Ce n'est pas les meilleurs ventilateurs, ceux qui sont fournis avec de base, mais ils font quand même bien leur travail. Le petit reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils sont un peu bruyants. Par contre, c'est un système de refroidissement qui est très efficace, qui refroidit sans aucun problème un AMD comme le Ryzen série 7 là qu'on a, ça le refroidira sans aucun problème. Compatible tout socket, base en cuivre, radiateur en aluminium. Honnêtement, c'est, je trouve, un bon système de refroidissement. Après, c'est le prix qui est un petit peu, qui peut faire peur un petit peu. 140 euros, c'est vrai qu'on commence à avoir un kit qui commence à être cher. Mais il faut un bon système de refroidissement si on veut profiter pleinement du processeur et en plus de ça, espérer que ça soit silencieux. Il faut absolument un système de refroidissement qui refroidisse bien. Voilà, c'est tout pour cette config du mois de mars 2017. Alors c'est une config du mois pour vous proposer vraiment un processeur Ryzen, puisque j'avais envie de vous faire une config du mois avec ces nouveaux processeurs de chez AMD. Sachant qu'on n'a que le haut de gamme qui est sorti jusqu'à présent, un processeur comme ça, il n'est pas fait pour faire du jeu, comme j'ai déjà expliqué. C'est vraiment un processeur qui est fait pour des grosses machines qui sont faites pour faire du calcul, et notamment un peu de type workstations. Donc, c'est pas une configuration gaming, ça, vous le savez sans doute maintenant. Si vous voulez un PC gaming, pour le même prix, on peut trouver un PC qui sera beaucoup plus performant en jeu. Et ce truc-là n'est pas du tout adapté pour faire du jeu vidéo. Voilà, le mois prochain, comme je disais, ça sera une configuration beaucoup plus abordable puisque on va partir sur très probablement du Intel Pentium Kaby Lake, puisque là aussi il y a des choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous rappelle que je vous mets le lien pour le panier LDLC et retrouver tous les composants dans la description. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.